On l'a vu hier, les Américains réactivent le partage de renseignements militaires et les livraisons d'aide, parce qu'ils sont satisfaits du fait que les Ukrainiens veulent effectivement la paix, même si les Ukrainiens n'ont jamais dit l'inverse. Il n'empêche que le mal est fait et on en voit les conséquences sur le terrain. Les Ukrainiens tenaient une poche de territoire dans l'oblast de Koursk en Russie depuis 8 mois, mais ces 10 derniers jours, ils ont reculé beaucoup plus vite que précédemment, et entre hier et aujourd'hui, les Russes ont pénétré la ville de Soudja, ce qui marque leur reconquête totale du territoire de l'oblast de Koursk et la fin de l'opération militaire ukrainienne à Koursk. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on constate ce que j'avais déjà annoncé il y a quelques jours. Les Ukrainiens ont évacué et les Russes ont repris le contrôle de leur territoire national. C'est le média américain Forbes qui mardi soir parlait de l'évacuation des Ukrainiens et du fait qu'ils se sont repliés dans l'oblast ukrainien de Soumy. Et ce matin, on a cette vidéo qui tourne, des soldats russes qui brandissent leur drapeau tricolore sur la place centrale de Soudja, celle où se tenait le piédestal et la statue de Lénine que l'on a beaucoup vu sur des photos. Et sur cette vidéo, on voit que les Russes, ils ont l'air relativement à l'aise, pas du tout dans un contexte de guérilla urbaine, et donc ça confirme que les Ukrainiens ont évacué la ville. C'était en août 2024 que les Ukrainiens avaient pris 1300 km² de territoire d'un coup. Ensuite, les Russes avaient commencé des contre-offensives à partir de septembre-octobre. Ils ont été secondés par des Nord-Coréens. Alors, les Nord-Coréens, je vois beaucoup de commentaires sous mes vidéos concernant Koursk sur le fait qu'il n'existerait tout simplement pas et que ce serait un coup de la propagande ukrainienne. Mais sérieusement, c'est une ficelle qui est assez grosse. C'est aussi caricatural qu'en 2014, quand les Russes n'arrêtaient pas de répéter qu'il n'y avait pas de soldats russes en Crimée, il n'y avait pas de soldats russes en Crimée, il n'y avait pas de soldats russes en Crimée, jusqu'au moment où c'est Vladimir Poutine qui l'a lui-même avoué, tout en se vantant du fait que c'était lui-même qui avait ordonné leur déploiement. Et donc pour ceux qui laissent ce genre de commentaires, je vous invite un peu à être subtil, parce que quand on soutient mordicus l'invasion généralisée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie, dans le cadre d'un projet impérialiste et dans le but d'anéantir la souveraineté de sa voisine méridionale, quand on défend ce genre d'agression, il faut être un peu subtil au risque d'être caricatural. Il y a effectivement un contingent de Nord-Coréens qui a été déployé dans l'oblast de Koursk pour assister les Russes dans leur reconquête de leur territoire. En tous les cas, je reviens à l'opération militaire. Ça fait des mois que les Ukrainiens perdent du terrain, mais c'est lent, très lent, et les Ukrainiens ont très longtemps été accrochés à Soudja, et ça jusqu'à une dizaine de jours quand les Russes ont pu accélérer leurs avancées, précisément au moment où les Américains ont arrêté le partage de leurs renseignements militaires. Avec cette nuance que selon les États-Unis, ils n'ont pas arrêté de partager du renseignement à valeur défensive, mais précisément à Koursk, selon eux, eh bien ce n'est pas à valeur défensive, c'était plutôt offensif. Et donc ces 10 derniers jours, on a vu se multiplier les rapports de soldats sur le terrain qui se plaignaient de l'arrêt du renseignement, de ses conséquences désastreuses vis-à-vis de leur défense face aux attaques russes, et on a même vu certaines unités se plaindre que quand elles activaient leur Starlink, donc le modem de fournisseur internet de la société d'Elon Musk, eh bien ces unités se faisaient directement viser par les Russes. Il faut être évidemment très prudent avec ce genre de suspicion et d'accusation, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, et on ne sait pas si Elon Musk aurait effectivement pu faire ce genre de choses, c'est-à-dire partager du renseignement avec les Russes. Mais comme j'ai dit en introduction, le mal est fait. Beaucoup d'Ukrainiens se sentent trahis, considèrent Elon Musk, pour ne parler que de lui, comme un ennemi, et le climat de confiance qui régnait jusqu'ici entre l'Ukraine et les États-Unis, il est brisé. Si on veut faire un constat à minima, en tout cas, on peut dire que l'arrêt du partage de renseignements militaires américains, ça n'a pas aidé les Ukrainiens à défendre leur position à Koursk. Et on en voit aujourd'hui le résultat, puisque c'est la fin de cette opération de 8 mois. Visiblement, d'après ce que je vois circuler, les Ukrainiens ont réussi à évacuer l'immense majorité de leurs hommes et de leur équipement. C'était des unités qui étaient très bien formées et très bien équipées avec du matériel moderne. Donc si l'Ukraine avait tout perdu dans l'oblast de Koursk, ça aurait été un désastre. Mais même sans ça, c'est une défaite, puisque cette opération à Koursk, l'Ukraine l'a montée quasiment pour rien. On n'a pas vraiment d'estimation du bilan humain et matériel, mais il est clair que l'Ukraine y a perdu des hommes, des armes et de l'équipement. Et à part la portée symbolique et médiatique de cette opération, l'Ukraine ne va rien en retirer. Il est clair qu'elle ne pourra pas utiliser ce territoire comme monnaie d'échange pour récupérer des territoires ukrainiens occupés par les Russes. Ça, c'est ce que voulait Volodymyr Zelensky, mais on voit que ça ne va déboucher sur
rien. Maintenant que l'opération est terminée, les Russes vont pouvoir redéployer les troupes qui étaient présentes dans l'oblast de Koursk. Côté ukrainien, il y a une incompréhension du public face à cette opération qui n'a débouché sur rien, et il y a aussi des dissensions en interne au sein de l'armée, et il est fort possible que Oleksandr Syrski, le commandant en chef des forces armées actuelles, il est en train de jouer son poste. Il pourrait assez rapidement être remplacé par Mikhailo Drapati, j'avais parlé de ce général ici, et donc le bilan de cette opération à Koursk, il est dans son immense majorité négatif pour l'Ukraine. Et quand bien même il aurait été positif, il était clair depuis déjà plusieurs semaines que les États-Unis de Donald Trump n'avaient pas l'intention de le prendre en compte. Et donc ça fait déjà quelques semaines que l'intérêt de rester dans l'oblast de Koursk et de se battre pour défendre ses positions, eh bien il était relativement limité. La Maison-Blanche, elle ne voulait pas en entendre parler puisqu'elle percevait cette opération comme une provocation inutile vis-à-vis de la Russie. Ça, c'est une logique que l'on retrouve dans les résolutions de l'ONU, dans les communiqués du G7 ou dans les déclarations de Donald Trump. On évite d'appeler la Russie un agresseur, on évite d'appeler Vladimir Poutine un dictateur, et donc évidemment on évite de soutenir la première incursion militaire sur les territoires russes depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, les États-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont facilité la reconquête du territoire par les Russes, ils ont affaibli l'Ukraine, et c'est dans ce contexte qu'ils ont proposé hier aux Ukrainiens en Arabie Saoudite de reprendre le partage de renseignements militaires, maintenant que les Ukrainiens ont perdu Koursk, et aussi d'instaurer une trêve de 30 jours. L'Ukraine, elle a tout de suite accepté cette proposition, et c'est cohérent avec l'attitude des dirigeants ukrainiens, puisqu'ils ont toujours dit qu'ils voulaient la paix, qu'ils voulaient l'arrêt de cette guerre qu'ils n'ont pas provoquée, et c'est politiquement assez habile, puisque ça permet de démontrer dans les faits que Volodymyr Zelensky veut effectivement la paix, puisque visiblement, il faut le prouver par A plus B auprès de Donald Trump, sachant que lui ne demande absolument rien de la part de la Russie. L'Ukraine a accepté cette proposition hier, et aujourd'hui, le Kremlin a réagi comme à son habitude, en disant qu'il fallait encore réfléchir, qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs, et que le Kremlin devait discuter en tête-à-tête avec les Américains. Ce qui est là aussi très cohérent, puisqu'il est dans l'intérêt du Kremlin de faire croire que ce sont les autres qui ont intérêt à une trêve, que ce sont les autres qui veulent abandonner le combat. Alors que la Russie, elle affiche une attitude constante et elle assure qu'elle peut aller jusqu'au bout. Ça lui permet d'entrer dans des négociations dans une position de force, ce que ne fait absolument pas Donald Trump, et ça reste quand même un des grands mystères de cette séquence, qu'il abandonne toutes ses cartes avant d'entrer dans des négociations. Ça permet aussi à la Russie de gagner du temps pour régler quelques petites affaires, donc évidemment reprendre l'intégralité de Koursk, mais aussi peut-être reprendre l'initiative à Toretsk ou à Pokrovsk, là où les Ukrainiens ont enregistré des gains tactiques ces derniers temps, et ça permet sans aucun doute à Vladimir Poutine d'obtenir des concessions supplémentaires de la part de Donald Trump, par exemple une levée des sanctions. Depuis quelques semaines, la Maison-Blanche donne absolument tout au Kremlin sans rien exiger en échange, alors pourquoi est-ce que la Russie s'arrêterait? Et là-dessus, les déclarations d'hier en Arabie Saoudite de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, elles étaient surprenantes de naïveté. Du genre, on va parler aux Russes et on espère qu'ils vont dire oui, sinon les gens vont continuer à mourir, et l'important pour arrêter cette guerre, c'est déjà arrêter qu'on se tire dessus. C'est véritablement affligeant de se dire que peut-être il est convaincu de ces déclarations, puisque ça serait extrêmement naïf de sa part, et ça montrerait à quel point les Américains, les Russes et les Ukrainiens sont à des années-lumière les uns des autres, en percevant les objectifs de cette guerre et sa résolution potentielle à des niveaux extrêmement différents. Les Américains, ils veulent juste que ça s'arrête quoi qu'il en coûte. Les Russes, ils veulent poursuivre leurs objectifs jusqu'à anéantir la souveraineté de l'Ukraine indépendante. Et les Ukrainiens, ils veulent s'aménager une position la plus avantageuse possible en obtenant des garanties de sécurité dans la durée pour s'assurer qu'ils puissent continuer à fonctionner comme un État souverain et indépendant. Donc si jamais Marco Rubio est convaincu de ce qu'il dit, c'est vraiment affligeant. Mais après, ça ne peut être que tout simplement un discours pour faire bonne figure avec les Ukrainiens pendant que les dossiers importants sont réglés ailleurs, avec notamment Steve Witkoff, donc l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient, mais aussi pour la Russie, qui était à Moscou hier. Et si on part sur cette logique, qui n'est pas complètement absurde au vu de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, il faut beaucoup se méfier de la nouvelle invitation que Donald Trump a envoyée à Volodymyr Zelensky pour qu'il se rende dans le bureau ovale. Parce que après la dispute du 28 février dernier, on ne peut pas s'empêcher que ça va être de nouveau un piège. Avec évidemment ce test, est-ce que Volodymyr Zelensky va venir en costume cravate, ou est-ce qu'il va rester droit dans ses bottes et dans son treillis de guerre? Quelle va être l'attitude de Donald Trump? Quelle va être l'attitude de J.D. Vance? Comment est-ce qu'ils vont se sentir si jamais la Russie n'accepte pas la proposition de cessez-le-feu? Est-ce qu'ils ne vont pas encore une fois vouloir rejeter
jeter la responsabilité de cet échec sur l'Ukraine. Ça, c'est déjà quelque chose que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ukrainiens, c'est que Volodymyr Zelensky, s'il revient dans le bureau ovale, eh bien ce sera pour tomber de nouveau dans un guet-apens. Parce que pour l'instant, les Ukrainiens, ils ont fait démonstration de leur bonne volonté, ils ont montré patte blanche, ils ont prouvé qu'ils veulent un cessez-le-feu ne serait-ce que temporaire, alors que les Russes tergiversent. Mais démontrer leur bonne volonté, je ne crois pas du tout que ça va leur apporter quelque chose. Donald Trump n'a rien changé à son approche de dialoguer directement avec la Russie. Il n'est toujours pas prêt à offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine, et d'ailleurs, elles n'ont pas été discutées hier en Arabie Saoudite. On a juste parlé des bases d'une future discussion sur des garanties de sécurité. Le partage de renseignements, les Ukrainiens n'ont plus confiance puisqu'ils savent que ça peut être interrompu à n'importe quel moment. Les livraisons d'aide militaire, elles ne concernent que quelques petits paquets qui avaient été décidés par l'administration Biden sortante. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau paquet qui a été décidé par la Maison-Blanche. Et l'accord sur les minerais que l'Ukraine voulait signer et que les États-Unis sont de nouveau prêts à signer, eh bien, il ne comporte pas de garantie de sécurité, en tout cas pas dans l'immédiat. Et donc j'ai un peu l'impression que l'Ukraine s'efforce d'être le bon élève, qu'elle essaye de faire tout ce que les États-Unis attendent d'elle, mais ça ne change absolument pas l'attitude de la Maison-Blanche. Et on le voit en ce moment même avec cette défaite ukrainienne dans l'oblast de Koursk, il n'y a pas un seul dirigeant américain qui va venir regretter cette défaite, ce qui, dans le contexte actuel, équivaut presque à s'en réjouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.